L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie. Merci d'ailleurs, parce que c'est vraiment notre commanditaire depuis le jour 1 et on les adore, tout comme leurs produits, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous présente un anneau pénien vibrant. Qu'est-ce que ça fait, un anneau pénien? Eh bien, ça vient restreindre le flux sanguin dans le pénis pour maintenir une érection plus ferme. Mais ce qui est spécial avec celui-ci, c'est qu'il y a un petit bullet qui s'insère dans l'anneau qui permet d'avoir une stimulation simultanée. Donc, c'est parfait pour le plaisir à deux. Par contre, si on veut pas utiliser le bolette, il n'y a pas de problème. On peut le retirer de l'anneau tout simplement. Il est aussi rechargeable et évidemment fait de produits qui sont doux pour la peau avec un silicone de haute qualité. Il est facile à laver et d'ailleurs, on vous recommande le Steri-Clean de Floravie pour bien les laver. On ne lave pas ça avec du savon à main, s'il vous plaît. Si vous voulez vous le procurer, eh bien c'est simple, vous pouvez retrouver Floravie dans toutes les grandes pharmacies du Québec ou encore au supermarché Santé Avril. On a aussi un code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais si vous faites votre commande directement sur le site web de Floravie. Et si vous voulez gagner tous les produits Floravie, c'est super simple parce qu'on fait tirer une boîte par saison. Tout ce que vous avez à faire pour participer au concours, c'est de commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, merci Floravie pour votre confiance et bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Bienvenue, Kim. Ben merci de m'inviter. Ben, merci à toi. Je me sens déjà jeune, juste avec le je m'en clit de Girl Crush. Là, je pense que je vais le porter tous les jours. J'adore. Ben oui, les gens qui nous regardent pas, Kim a décidé de prendre un chandail de Girl Crush écrit « Je m'en clite » et oui. Ça te va à merveille. Vraiment. Non, mais comment ne pas... Tu sais, je passe devant des morceaux tellement jolis, puis deux, je sais pas, je trouve que tout de suite, je suis militante. Ça te parle, ça te parle. J'adore. 20% plus féministe depuis que t'es arrivée. Oui, non, mais c'est parce que j'ai pas... Culturellement, on prend toujours la méthode douce. C'est-à-dire la méthode qui passe en dessous du radar. Et après, dans la culture vietnamienne, on n'est jamais frontal, on dit jamais les choses de façon directe, c'est très rare. Comme par exemple, si ma mère me dit est-ce que tu viens souper ce soir? Viens souper ce soir. Je peux pas lui dire non. Alors que j'ai déjà un autre souper, je dois dire oui, mais je suis aussi invitée à telle soirée. Et c'est à elle de me revenir et dire « Ah ben non, entre les deux, il faut que tu ailles à l'autre soirée. Tu viendras manger demain. » Qu'est-ce qui arrive si elle dit pas... si elle dit... là, tu continues. Okay, dis, ben oui, mais ce soir, je fais des rouleaux. Là, j'ai dit « Ah, je sais, mais tu sais, c'est parce que à ce souper où je dois accompagner mon amoureux parce que c'était un souper important pour lui. Et là, c'est dit « Ah ben là, dans ce cas-là, il faut que tu y ailles. » Donc, il faut toujours donner à l'autre le droit de, alors qu'elle sait très bien que je suis en train de lui dire non. Mais on peut pas dire non. Et après ça, je pense qu'en tant qu'immigrante, hein, on veut juste fondre dans le décor. Comment faire pour ne pas être trop vu, pour ne pas sortir du lot. Et donc, encore une fois, de naviguer à travers les vents, de ne jamais faire face au vent. N'est-ce pas? Et donc, le militantisme est tout le contraire. On dit, c'est notre opinion, c'est... Et j'ai pas été élevée, ou sinon, j'ai pas vécu dans cette liberté-là. Donc oui, c'est peut-être maintenant, à 56 ans, que je commence. Ça commence en portant le chandail « Je m'en clite ». C'est ça, je m'en clite, puis je le dis. J'adore. Hey, Kim, on commence toujours nos épisodes avec des petites questions brise-glace. Quoique je pense qu'on n'en aurait même pas de besoin avec toi, Kim, mais souvent, c'est pour... On se lance sur la première phrase, on pourrait en parler pendant 3 heures. Parfait. Alors, brisons la glace. Brisons la glace. On a des petites questions rapides, réponses rapides. Oui. Je te laisse commencer, Marie-Lou. Prête? Tes essentiels pour une séance d'écriture productive? Un dictionnaire. Un dictionnaire? Oui. Parce que, de un, il y a plein de mots que je connais pas encore. Et deuxièmement, quand tu feuillettes un dictionnaire, tu rencontres toujours des mots au hasard. Et ces mots-là vont t'inspirer. Chaque mot a une histoire,
une portée. Et donc, même quand j'écris à l'ordinateur, mais l'ordinateur est déposé sur le dictionnaire. Parce que j'ai l'impression que le dictionnaire va faire passer des mots dans l'ordi. Par osmose. Ben oui! C'est beau, vraiment! j'aime ça. Et l'humilité aussi, parce que tu dois faire face devant tout ce que tu ne connais pas. Parce qu'un dictionnaire, ça contient nous. Ça contient nos sensations, nos connaissances, nos émotions, nos doutes, en tout cas, tout est dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Et donc, oui, dictionnaire. Kim, est-ce que des fois, tu réponds pas avec la plus grande sagesse du monde? C'est toute la sagesse! Moi, c'est plutôt dire hey, « je connais rien, ça me prend le dictionnaire! » Oui, mais c'est comme super inspirant de d'écrire avec un dictionnaire maintenant. Oui, puis surtout, tu sais, ça élève l'ordinateur. Donc, tu peux écrire debout sur le comptoir de la cuisine. Tu sais, ça remplit plein de fonctions. C'est magnifique. Et l'autre affaire, quand tu as besoin d'aller chercher quelque chose sur l'étagère, dans la bibliothèque, ben tu mets le dictionnaire en dessous de tes pieds, puis tu y vas. Oui, Kim, parce que tu n'as pas été bénie avec un 6 pieds 4. Non, c'est comme 4 pieds 11 et 3 quarts. Là, je dis 3 quarts, mais je pense que je suis rendue 4 pieds 11 et demi. J'en perds tous les jours un petit peu du cartilage, tu sais. Mais pas de la sagesse. Tu ne perds pas de la sagesse. Mon Dieu, j'espère que ça se transfère là. Parce que... Et je mange du cartilage, littéralement, parce que je pense que c'est bon pour le corps. Ça t'aide pas en grandeur, malheureusement. Ben, je sais pas. Non, mais c'est la meilleure partie du poulet. Je vais prendre ton mot. Oui. Je vous dis, là, quand vous irez en Asie, en Thaïlande, ils font même paner, tu sais, les petits bouts là, de cartilage ici, là. Okay. C'est cher, là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, tu sais, dans un poulet, il n'y en a pas tant que ça. Il faut faire la queue pour aller chercher ça. Je vais penser à toi en Thaïlande. Oui. Ben, vous me garderez vos cartilages. On les ramène. Prends une photo avec le cartilage, je vais te l'envoyer. Oui. Un livre qui t'a marqué que plus de gens devraient lire? Je ne crois pas qu'il y a un livre qui est universel. Je crois que chacun, on doit arriver au livre avec nos propres expériences, notre propre bagage. Et c'est pour ça que c'est pas tous les livres qui parlent à tout le monde. C'est pour ça qu'on sort 50 000 nouveaux titres à chaque saison. Comme les humains, on peut pas aimer tous les humains, n'est-ce pas? Et pas tous les humains nous aiment non plus. Sauf toi. Non, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui me lance des flèches. Mais, comment je dirais ça? Je pense qu'on doit approcher le livre de la même manière. Et probablement, si on le proposait de cette manière-là, il y aura plus de gens qui lisent. Parce qu'ils vont dire « Ah, ce livre ne fonctionne pas pour moi », ils referment et laissent de côté. J'aime pas la lecture. Oui, mais c'est pas « j'aime pas la lecture », j'ai pas trouvé le bon livre qui me parle. Et comme les humains, tu sais, si on rencontre des gens qui ne fonctionnent pas pour nous, c'est comme « Ah, j'haïs les humains ». Mais c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut rencontrer la bonne personne. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui nous énervent juste à, je sais pas, respirer. Puis on a envie de faire comme « OK, mais alors, si je pourrais dire le dernier livre qui t'a marqué? Il y a un livre que j'ai pas terminé, mais qui est devenu comme presque ma Bible. Ça s'appelle « L'accordeur de silence » au pluriel. C'est un des... Je l'ai lu il y a quelques années, mais rendu aux 2 tiers, j'étais plus d'accord. Ben, pas que j'étais plus d'accord, mais je trouvais que l'auteur s'en allait vers, en tout cas, une voie que j'aimais moins, et je voulais pas désaimer ce que j'avais aimé. Déjà, au début. Et donc, l'accordeur de silence ne serait que le titre. Et pourquoi je vous parle de ce livre-là? Parce qu'il parle de silence, justement. Et non pas le silence méditatif, mais le silence presque imposé d'un père à ses 2 enfants après le deuil de sa femme. On ne sait pas dans quel pays, mais on a l'impression que c'est dans le désert. Et la phrase qui m'est restée, c'est que le fils, il disait « Le silence de mon père était multiple, tu sais. » Il y avait et c'est vrai qu'il y a des silences très différents. Et il dit « Mais c'est un silence qui est sans grammaire ni syntaxe. » C'est beau, non? C'est beau. Donc, la langue est belle et les images sont belles et les idées. C'est vrai que les silences n'ont pas de grammaire.
Et pourtant, on sait qu'ils sont différents les uns des autres. Mm-hmm. Il y a des silences très réconfortants, il y a des silences qui nous font peur, qui donnent beaucoup de... Ouais. Et il y a des silences qui sont neutres aussi. Mm-hmm. Et on a besoin... Et le problème, c'est qu'on entend rarement ce silence-là. Et je suis la première, hein, je parle tellement. Je pense qu'on est pareil. C'est ça. Mais est-ce qu'on entend? Et heureusement, je pense que si on croit qu'il y a un Dieu, et je n'ai pas de religion, là, mais disons là, qu'il y a quelqu'un qui crée tout ça, je me dis, cette personne-là se disait, on a mal créé Kim, là, elle parle bien trop, donc on va lui donner un enfant autiste non-verbal, comme ça elle va se fermer un peu de temps en temps. Tu sais, pour avoir l'équilibre, c'est tout bien fait, la vie est bien faite, c'est tout ce que je peux vous dire. Il dit, OK, il faut combiner elle avec lui pour que... C'est le meilleur duo. Ouais, Ben pour oui. que l'équilibre du monde puisse avoir lieu. Là, tu sais, oui, exactement. Sinon, mon Dieu, je pourrais mourir à trop parler. Nous, on s'en plaindra pas. Hein. Non, moi, je m'en plains pas. Sur le podcast, Absolument on s'en pas. plaint pas. On aime bien commencer avec une question ouverte et on se rend compte que c'est la question la plus difficile souvent qu'on pose aux gens. C'est vrai? La question est, qui es-tu, Kim? Multiple, pluriel, poli. Poli dans le sens P-O-L-Y. Oui. Pas polyvalente, mais poli dans le sens où j'aime vraiment tout. Je suis curieuse de tout. Et donc, c'est pour ça que je me dis que je suis plurielle. Et j'aimerais être de plus en plus plurielle et non pas de moins en moins. Mais évidemment, quand on vieillit, on se connaît de mieux en mieux. Donc, j'ai l'impression... C'est un autre piège, hein? On peut tomber dans le piège de dire, non, je sais exactement ce que j'aime, je sais exactement qui je suis maintenant. Donc, on réalise pas, mais on ferme notre horizon de plus en plus. Et donc, c'est pour ça que j'étais très, emballée par votre invitation. Je me dis, je m'en vais rencontrer 2 filles, 2 femmes que je ne connais pas, qui sont d'une autre génération. Donc, nécessairement, je vais apprendre énormément de vous à travers vos questions, à travers vos intérêts. Et donc, peut-être que je vais partir d'ici un petit peu plus pluriel. Un petit peu plus poli. C'est mon rêve. Mais vraiment. Moi, je suis comme, mais qu'est-ce que tu as à apprendre de moi? Juste ça, non, mais que je ne savais pas, de vos métiers. Que vous puissiez être physio. Ben, moi, je pensais physio, c'est juste pour... les orteils. Oui, exactement! Pour le dos, tu sais, qu'on est vieux, on pense au dos, aux muscles fessiers et tout ça. D'ailleurs, c'est ça que j'ai eu hier. J'ai eu un traitement ça là. t'a fait du bien? Oui, mon Dieu, une magicienne. Mais je pensais pas qu'il y a une physio pour le plancher Pelvien. Ouais, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait la physio là-dessus. Enfants, oui. Ça serait bénéfique à faire pour écoute, fuite urinaire, des centres d'organes, tout ce qui a trait aux changements hormonaux à la ménopause. J'aurais tellement aimé savoir tout ça quand j'avais 30 ans. Il n'est jamais trop tard. Et puis toi, une entreprise qui enseigne, répète-moi en éducation ça, à la là, sexualité. pour les familles, jeunes. Pour les jeunes. Ouais. Qui sont les clients? On parle aux parents. Okay. On a une plateforme avec des vidéos éducatives sur tout le développement psychosexuel, social et affectif. Fait qu'on parle aux parents, puis on va dans les écoles primaires, secondaires, on fait des ateliers auprès des jeunes. OK. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Ouais. Nous, à l'époque, tu sais, ça fait longtemps, là, mon époque, là, c'est pas si longtemps. Ben, j'ai 56, donc à l'époque, c'est il y a 40 ans, plus que 40 ans, c'était un des profs de l'école. Même à mon époque aussi. Oui? Oui. Moi aussi, j'ai eu un cours d'éducation à la sexualité en secondaire 3 avec une prof un peu... Oui, exact. Fait que, mais ça aussi, c'est très récent. Ça fait moins de 5 ans. Là, c'est dans les écoles, c'est 5 à 15 heures par année. Puis c'est tellement nécessaire. Vraiment. Parce que les jeunes, ben, sont éduqués, ben, comme moi, là, avec la désinformation. Ouais. Puis ça dérègle toute notre chaîne de pensée. Oui. On a fait un épisode là-dessus. Si jamais tu veux, je te l'enverrai sur l'éducation à la sexualité, justement, avec Marie-Lou, puis ton employé qui est sexologue. Je ne me trompe pas, c'est ton employé? Oui. C'était vraiment intéressant. Puis même moi qui gravite à travers tout ça, je ne connaissais pas le 3/4 des choses que vous avez dit. Et voilà.
On vend notre salade. Ceci était le segment publicitaire. Non, pas du tout, mais tu sais, parce que il faut, comment je dirais ça, si je connaissais tous les métiers qui existaient dans le monde, là, quand j'étais ado, ben j'aurais peut-être pas choisi le droit. Ou sinon, à partir du droit, ben je me disais, je pouvais aller travailler comme X, Y, tu sais, dans des postes, dans un des postes que j'aurais tellement aimé. Qui était? Savoir que ça existait. J'ai rencontré un monsieur. Non, monsieur, un gars. Non, il était plus jeune, donc je vais dire un gars. Son travail, c'était de faire la revue de presse pour le je sais pas, directeur général ou le président, en tout cas son patron, de l'OTAN. Wow. Donc, chaque matin, il arrive, puis la veille médiatique. Oui, oui, de tout ce qui se passe dans le monde, ou sinon, ce qui est important à regarder, parce que c'est sûr, son patron n'a pas le temps de balayer, pas balayer, mais de lire tout ce qui se passe dans le monde. Donc, lui, son travail, c'était de faire le tri. Wow, mais de toutes les connaissances que ça a dû lui apporter. Je suis jalouse. Si je savais que ça existait... Il n'est pas trop tard, Kim. Ouf, je pense qu'on ne veut plus... On ne fait pas les horizons. Oui! Mais qu'est-ce qui t'a apporté au droit, par contre? Parce que tu te dis, si j'avais tout su, peut-être que je ne serais pas allée en droit. Ben parce que j'étais pas bonne. Ben j'avais des mauvaises notes. T'avais des mauvaises notes à l'école? Oui, non, pas au secondaire, ni au cégep, mais à l'université, je me suis inscrite en traduction, alors que je ne maîtrisais pas le français et je connaissais pas l'anglais. Donc, en tout cas, ça partait bien mal. Là, parce qu'il fallait que tu traduises des textes en anglais vers le français. Tu parlais pas anglais? Non. Tu comprends pas le texte de départ. Ça va mal. Puis la langue d'arrivée, tu maîtrises pas. Donc, en tout cas, je sais même pas pourquoi j'étais là. Je sais pas pourquoi ils m'ont accepté, mais je pense que c'est parce que j'étais la seule viette, tu sais, diversité. Ils disaient, il y en a une, on va la prendre. Écoute, je suis arrivée là, je comprenais rien. J'avais tellement de zéro, mais en tout cas, on m'a fait passer quand même. J'ai eu mon diplôme, peut-être pour l'effort, tu sais. Pour l'effort. Pour l'effort, mais probablement aussi, c'était parce qu'il me donnait des zéros, puis j'abandonnais pas. Je restais. Donc, il devait se dire que je faisais honte à la faculté. Alors, ils ont dit, la seule façon qu'elle reste plus, puis qu'elle s'en aille pour de bon, c'est de donner un diplôme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la seule façon. Sinon, moi, je reste, je reprends le cours, je continue, puis je lâche pas. Il était écœuré de te voir. Oui. C'est de faire honte. Tu sais, ils étaient en train de former des spécialistes linguistiques. Et moi, je faisais des fautes de genre, parce que le vietnamien n'a pas de genre, n'est-ce pas, de là et là et tout ça. Donc, moi, catastrophe, c'est sûr, dans ma tête, c'était masculin. Tu sais, c'est logique. Ben, comment tu fais pour assumer... moi, ça me fascine de savoir comment tu fais pour assumer le genre de tous les mots exactement. dans la langue française. C'est du par cœur. Tu sais, quand on n'est pas né avec ça, il n'y a aucune antenne. Moi, je peux très bien dire... Exactement. Le micro ou la micro, il n'y a rien qui sonne là, dans ma tête. Non, là, il faut que je... Tu sais, je retourne dans la... non, c'est... Un micro. Donc, tu reviens à ton dictionnaire. Oui. Puis là, tu penses à le téléphone, dont le microphone. Tu sais, donc, j'ai plein d'associations d'idées bizarres comme ça dans ma tête. Oh mon Dieu, t'as beaucoup plus de liens que nous dans ta tête, là, avec ça, là. C'est un fouillis. Oui, parce que, comme juste il y a quelques mois, je pensais que squelette, c'était féminin parce que ça rimait avec fillette, tartelette, bobette. Tu sais, moi, c'est ça, quand ça finit en ette, c'est féminin. Mais non, malheureusement. Ben non, c'est une exception. C'est quoi, le français est bon avec ses exceptions, hein? Et là, ça fait poser des questions. Pourquoi l'utérus est masculin? Je suis désolée, c'est à nous. Là. Moi, je pense qu'il y a bien un mot qui est à nous. Le vagin, je suis désolée, c'est à nous. On est les seuls à l'avoir. Ça devrait être... Une vagin. Ben oui. Au moins, c'est une vulve. Au moins. Mais oui, mais c'est un mot qui est très peu utilisé par rapport à vagin. C'est toujours vagin, c'est vrai. C'est-tu drôle? Pourquoi un clitoris, c'est à nous, on est les seuls à l'avoir. En tout cas, moi, tu vois, je deviens un peu militante finalement, mais c'est juste pour, tu sais, la logique, pour se souvenir du genre. Ouais. Tu sais, il y a les seins, c'est des filles, OK? Oui. On peut-tu dire que c'est féminin? Oui. Une sein, une vagin. Une clito.
On sait tout de suite, c'est à nous. C'est juste à nous. Il y a personne. Je suis désolée, les hommes n'ont pas ça. Un pénis. Ah, une prostate. On fait un trade. Un prostate pour une clitoris. Ben oui. Bon. On l'a pas, prostate, je vous le donne. Gardez-le. J'avoue. Tu vois, moi, je pensais que c'était masculin. Prostate? Oui, maintenant, je vais toujours penser à toi quand quelqu'un va dire prostate. À toutes les fois que tu parles de la prostate. C'est ça. Non, je l'ai appris au podcast, que prostate, c'est féminin. Pourquoi t'es allée en droit, finalement? Ben, c'est ça, j'avais des notes tellement basses. Ben, la moyenne était faite que je pouvais pas. Je sais pas. Non plus. Encore? Alors, OK, je vous donne Moi, je pense que t'étais probablement meilleure que tu pensais. Non, j'avais vraiment une moyenne de 60, genre, tu sais, puis c'est mes frères qui m'ont inscrite là parce qu'ils disaient que je parlais bien trop, donc on va parler à d'autres mondes. C'est pas fou. Dans notre tête à nous, un avocat, une avocate, c'est toujours quelqu'un qui est à la cour, qui argumente et tout, et aussi parce que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour aller en sciences. Et donc, et aussi, pourquoi donc? Tu sais, il y a un test d'admission en droit. Et là, je vous révèle quelque chose, là, mais dans la communauté vietnamienne, on ramasse ces questions-là. Donc, quand on va faire le test d'admission, puis le test, c'est le même test, ou en tout cas, il y a des questions qui s'entrecoupent pour la médecine dentaire et tout ça. OK. Et donc, on essaie de se souvenir des questions pour réécrire tout de suite, puis on faisait des banques. Nous, on appelait ça en physio, c'était la Bible. Que je n'ai jamais utilisée. Oui, il y a ça. Ah, c'est vrai. C'est fou. Donc, vous connaissez, vous faites la même chose, c'est ça? Peut-être. Donc, on contribue à la banque de questions. Et donc, j'ai étudié les questions. Okay. Et je pense que j'ai scoré 100%! Oui, au test d'admission. Je dis peut-être qu'elle est bien mauvaise comme traductrice, mais elle est intelligente, tu sais. Donc, ils m'ont prise. Puis encore une fois, peut-être parce que j'étais la seule diversité. Je pense que t'étais bonne. Écoute, c'est pas par humilité que je vous dis ça, là, mais j'étais vraiment... je comprenais rien. Et tu sais, juste le mot dissidence. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est... Donc là, t'es en train de me dire que t'as fait un 3 ans de bac. Oui. Là, t'es rentré en droit. Ça fait genre 4 ans, tu comprends rien. Exactement. Parce que c'est d'autres langues, très longues. Parce que en traduction, il y avait toutes sortes de spécialités, toutes sortes de domaines qu'on devait apprendre. Donc, un cours, c'est traduction médicale. Donc, soudainement, tu dois apprendre plein de mots de la médecine. Après ça, c'est technique. Donc, c'est polytechnique. Tu sais, des termes en génie, mécanique, chimique. Donc, t'es noyé chaque fois. Moi, j'étais noyée chaque fois. Vers la fin du cours, tu dis, OK, je contrôle un peu, ou sinon, je me sens en contrôle. Ben, c'est fini. Le cours est terminé. Puis là, tu changes à un autre cours encore. Ça revient toujours en bas, noyé de tous ces mots. Oui. Et donc, en droit, même affaire, j'arrive là, encore noyée. Ça te tentait pas d'aller, je sais pas, en art ou en communication, tu sais, où est-ce qu'on parle beaucoup? Ben oui, mais je savais pas que ça existait. Ah, OK. Ouais. Tu sais, quand je vous dis que... Et on réalise pas à quel point l'ignorance fait en sorte qu'on n'a pas d'option. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime croire que... Tu sais, j'aime dire que je suis plurielle, que je veux être encore plurielle. C'est ça, de savoir tout ce qui existe dans le monde. Des métiers qu'on ne soupçonne même pas. Ouais. J'aurais jamais pensé. Moi, j'ai créé mon métier, fait que il n'existait pas, là. Non. Oui, mais tu vois que tu vois qu'il y avait cette demande dans la société et tu réponds. Oui, mais moi, c'est ça que je dis à mes cousins. Je suis comme mes petits cousins qui sortent du secondaire, du cégep. Je suis comme, stressez-vous pas, là, ça se peut que ta job, c'est même pas qu'elle existe. Exactement. Tu fais ce que t'aimes, stick avec ce que t'aimes, puis ta job, elle va venir à toi.
On est stressé quand on est jeune de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. On fait les quiz, etc. Mais comme on connaît pas tous les jobs du monde, là. Il y en a en masse. Là. Et surtout que ça se crée des nouveaux, parce qu'on a des nouveaux besoins. La technologie fait en sorte que ça... Ça évolue très vite. Vraiment. Fait que là, tu as été en traduction, tu t'es noyée, tu es arrivé en droit, tu t'es un peu noyée encore. Mais qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture? Parce que, dis-moi si je me trompe... Parce que j'étais noyée. Mais noyée dans tous ces mots, parce que moi, je vois ça en ce moment de... Bon, Kim maîtrise peut-être pas le français écrit, ne connaît vraiment pas l'anglais. Et là, tantôt, tu me dis plein de mots en anglais, puis tu avais l'air très fluide, et tu as écrit Maintenant, des chefs-d'œuvre. je suis fluide, je te dirais, en anglais. Parce que j'ai travaillé comme avocate. Et la langue... Ben oui, comme avocate. Ouais. Et la langue d'usage, beaucoup en corporation, en corporatif, c'est l'anglais. Donc, je suis capable d'écrire un contrat en anglais plus vite qu'un contrat en français. Ah ouais, hein? Mais je ne serais pas capable d'écrire la poésie en anglais, par exemple, parce que je n'ai pas cette terminologie-là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un domaine à la fois. Je suis comme un fromage suisse. J'ai plein de trous, puis on ne comprend pas trop pourquoi j'ai des trous là, puis pas là. Puis, tu sais, on pense que je suis capable de faire X parce que je connais Y, mais non, parce que je suis passée par-dessus X. Donc, il y a le trou du fromage suisse à quelque part, là. Oui, il y a plein de trous. Tu sais, on peut pas imaginer que j'écris des livres et tout ça, puis que je connaisse pas le genre du mot squelette. Jamais vous puissiez, tu sais, et les prépositions. Mais ça, c'est la preuve que tu peux écrire un livre, même si t'es... Dans le sens, c'est un travail d'équipe, écrire un livre. Oui. Tu as des gens derrière toi, tu as quelqu'un qui corrige ton texte à la fin. Là. Ah non, pendant l'édition, oui, etc. La plupart des gens, c'est plus à la fin. Ouais. Mais dans mon cas, c'est pendant. Puis vraiment, là, j'ai eu la chance d'être entourée des meilleurs, selon moi. Mais je n'ai que des meilleurs dans ma vie. Je comprends pas. C'est pour ça que je comprends pas les élections. Parce qu'autour de moi, je trouve qu'il y a juste des humains extraordinaires. Si on n'était fait que de ce monde dans lequel je me retrouve, mon Dieu, on aurait la meilleure planète possible. Oui, je suis d'accord. Et donc, comment ça se fait que moi, j'ai la chance d'être entourée seulement des meilleurs? Je comprends pas. Mais donc, oui, puis la chance, je vous donne l'exemple. Oui, rue, c'est vrai que j'étais toute seule parce que je savais pas que j'écrivais. Mais c'est ça, j'avais entendu. Tu t'es pas assis un bon matin en disant « Je vais écrire un livre sur mon histoire ». Ben non, pas en tout. Ça, c'est parti de là. J'étais avec le père de mes enfants, puis à un moment donné, tu sais, j'écrivais, puis il me disait tu sais, pourquoi tu insistes à écrire? Est-ce que la lecture ne te suffit pas? Tu sais, le plaisir de lire. Puis lui, c'est un grand lecteur. Et donc, je suis comme... Non! Mais tu sais, comme on comprend pas trop, mais non, vraiment, si j'étais pas dans l'eau, là, complètement submergée, noyée, probablement que l'écriture n'aurait jamais existé. Parce que j'ai ouvert un restaurant, hein, puis c'était un échec financier grave, OK? Grave! Mais pauvre Kim, t'as été dans l'eau, après dans l'eau et noyée dans l'eau. Oui, mais en même temps, si j'ai pas eu tous ces épisodes-là, je ne serais jamais arrivée ici. Parce que la traduction m'a enseigné la langue. Pas seulement la langue, parce que la traduction, c'est pas du mot à mot. La traduction, c'est transposer une culture à une autre, n'est-ce pas? Et un mot très simple, hein, le mot duplex, tu sais, un duplex. En Italie, là, ils ne savent pas comment traduire ça. Ma traductrice, elle m'a appelée. Elle me disait « C'est quoi un duplex? » Je lui ai envoyé plein de photos. « C'est ça, un duplex? » Oui, Elle dit « Oui. » Elle a regardé sur Internet, tu sais, c'était quoi. Mais en même temps, c'est pas une réalité qu'ils connaissent. Ou sinon, ils n'appellent pas ce partage comme étant un duplex. Et donc, il fallait qu'elle trouve un mot en italien qui exprime cette idée de duplex ou de triplex, quadriplex, peu importe, mais ça n'existe pas. Le mot n'existe pas. Donc, il faut aller plutôt dans le concept. Et donc, la traduction est compliquée à cause de cette transposition. Parce que si c'est du mot à mot, c'est vrai
que l'intelligence artificielle peut le faire. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire beaucoup, mais dans les subtilités, elle ne peut pas encore, parce que c'est une question de culture, mais aussi parfois d'émotion. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, parce qu'entre noyer et submerger, déjà, c'est deux sens très proches, mais pas pareils. Fascination et émerveillement, très proches, mais pas pareils. Ravissement. Tu sais, t'ajoutes tout ça, et AI, il devient complètement confus. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux? Puis ce sont des subtilités très importantes pour évoquer exactement l'émotion qu'on veut offrir au lectorat. Mm-hmm. Et donc, est-ce que c'est le ravissement? Et le ravissement, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, selon moi. Alors que émerveillement, on est devant un événement, quelqu'un ou un objet, puis on s'émerveille, mais ça vient de l'extérieur. Alors que le ravissement vient vraiment, selon moi. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Là. Moi, je prends tout ce que tu dis pour du cash. Absolument. Il faut chercher dans le dictionnaire, dans le dictionnaire, on n'a pas de dictionnaire. Mais donc, mon Dieu, de quoi on a parlé? Ah oui, l'écriture. Oui, qu'est-ce qui t'avait mené? C'est ça. Puis ton... Et la chance que j'ai eue quand j'ai commencé à écrire mon troisième, Man, c'est que j'ai rencontré par pur hasard dans un salon du livre quelqu'un qui travaillait dans le kiosque et je cherchais un livre et je ne savais pas qu'elle travaillait dans une librairie de jour, normalement. Et elle dit, oui, on l'a à la librairie. Je vais appeler, je vais te le réserver. Et là, on a commencé à discuter. Elle s'appelle Julie Macquart, à Chicoutimi. Et elle est devenue ma première correctrice. Oh. Oui, et parce que après, on était juste sur Facebook, là, Messenger. Tu sais, je voulais faire un post, puis au milieu de mon post, je fais « Oh, quelle préposition! Tu sais quoi la subtilité entre les deux? » Et parce qu'elle était là, dans Messenger, j'ai dit « Julie, c'est quoi la bonne expression? » Et elle m'a donné la bonne expression, elle m'a corrigée, en fait. Et là, elle est devenue ma béquille. À chaque fois que j'avais un doute, je disais « Julie! Julie! » Et donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, je disais « Est-ce que ça te dirait d'être ma correctrice? » Donc, elle rentrait directement dans mon texte. Wow. Donc, elle me voit... à chaque fois que j'écris, elle me voit écrire. Ça, c'était pour ton troisième livre, tu as dit, ou même pour Man, il y a eu « À toi » entre les deux. Là, j'écrivais avec Pascal, donc j'avais quelqu'un qui était, un vrai écrivain, là, qui a étudié la littérature pendant toute sa vie. Donc, il était capable tout de suite de me dire si je faisais une erreur ou pas dans mon texte. Mais rendu à Man, j'étais toute seule de nouveau. Et là, j'ai dit, Julie, il faut que tu rentres dans mon texte. Et donc, elle me questionne, elle me... Wow. Ouais, et donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dès le début. Et maintenant, c'est un peu moins au niveau grammatical ou syntaxique, mais c'est plus au niveau idée. Okay. Elle dit, « Hey, tu te contredis, là? » J'ai dit, « Oui, mais je me contredis tout le temps. » Mais d'avoir cette vue externe-là doit être très riche aussi. Là. Oui. Tu sais, on rit, là. Dis, bon, qu'est-ce que tu veux dire exactement, là? Puis j'ai toujours un problème de temps de verbe, parce que le vietnamien n'a pas de temps de verbe. Tu sais, on est toujours à l'infinitif. Et donc, je suis mêlée, là, entre le passé et le présent. Quand on a des grandes discussions avec mon amoureux et que c'est un petit peu chaud, je me trompe de temps de verbe. Donc, lui, il pense que je suis toujours pas d'accord avec lui. Oh mais je voulais dire que j'étais en désaccord. Mais là, je suis d'accord. Okay. Mais je dis, je suis en désaccord. Là, il dit, mais là, tu viens de me dire que tu es d'accord. Ben oui, je suis d'accord avec toi, là. Mais tu sais, j'oublie de dire que j'étais, tu sais, au passé. Ouais. Et donc, ça donne de grandes discussions très longues. Très longues pour rien. Exactement. Il dit, « Oh mon Dieu, je suis mêlée. T'es où, là, dans ta... On est où dans le temps, là? » Exactement. Donc, Julie me ramène sur la ligne du temps. T'es où? Dis-moi, t'es où?
t'as quel âge, là? Tu vois? Je dis, je sais pas où est-ce que je suis. T'as quel âge dans ta tête, là, dans ton texte? Le personnage a quel âge? Et puis, c'est comme ça qu'elle essaie de me replacer avec les bons temps de verbe. OK. C'est fou. Et la même chose avec mon chum, avec Yves. J'adore. Sauf que là, Julie est pas là quand tu t'obstines avec ton chum. Non, donc c'est lui. Il dit, t'es où, là? T'étais-tu en janvier ou en avril? Là, je fais comme, ben voyons, j'étais en janvier. Tu sais, je suis en janvier. Là, il dit, déjà, quand tu dis « je suis en janvier », ça marche pas. J'étais en janvier. Vous voyez le nombre de malentendus que ça peut créer. Peut engendrer. Ça te fait encore plus parler. Oui, c'est pour ça, ça prend du temps. C'est pour ça que je dois gesticuler, tu sais, pour dire janvier. Tu sais, je suis en janvier, mais avec le geste. Donc, j'ai un ami metteur en scène, Daniel Roussel. Il me dit, puis tout le monde dit, comment tu fais pour la comprendre? Tu sais, il dit, il faut que tu regardes les gestes. Écoute pas ce qu'elle dit. Regarde ça, c'est dans le passé. Ou sinon, dans ses yeux. Parce que je lui disais, je lui ai donné la distance qui restait entre sa voiture et l'arbre. OK? Proche d'un accident ou quoi? Là? Oui, tu sais, pour stationner l'auto. Ah, je comprends. Et au lieu de le faire dans ce sens-là, je sais pas, je me disais qu'il pouvait pas voir si je mettais dans ce sens-là, donc je l'ai ramené à la verticale. Il devait être mêlé comme un chat de Oui, puis là, au lieu de descendre tranquillement comme ça, j'ai juste fait... T'es rendu! Y a-tu touché l'arbre? Non! Puis là, tout le monde, les amis autour, ils disent, comment t'as fait pour avoir compris ce qu'elle te montrait? Puis il dit, non, il faut pas que tu regardes ses mains, tu regardes ses yeux. Ouf. Ses yeux font... Plus qu'il est proche, plus les yeux. Donc, t'arrêtes avant qu'elle fasse... Au moins, il n'a pas touché l'arbre, Kim. Non, c'est ça l'important. Il a réussi, mais tout le monde le félicitait parce qu'il dit, on ne comprend pas que tu aies pu comprendre ce qu'elle faisait. Et en tout cas, voilà. Donc, je suis très confuse. J'adore que tu sois ouverte comme ça puis que tu n'aies aucune... inhibition? Pas ta inhibition. Je trouve que ça sonne un peu péjoratif. C'est pas péjoratif, mais un peu comme... Tu t'en fous un peu de révéler qui tu es, de cette grande ouverture-là. Je sais pas, j'ai juste une version. Sinon, c'est fatigant, non? Quand tu te rends chez vous, tu peux dire certaines choses. Quand tu sors... Non. On est pluriel tout le temps. On est pluriel. Puis, ben oui, je me contredis parfois parce qu'on change, parce qu'on progresse, parce qu'on a appris quelque chose. Vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui. Ben, c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu sais, Rue, tu l'as écrit en sachant pas que tu écrivais un livre. Non. C'est basé sur ton histoire. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à continuer de l'écrire, à dire hey, « je pense que j'ai écrit un livre ». Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit « ben voyons, t'as pas le choix de publier ça ». Ah, ben c'est un ami, un ancien client du restaurant. Je ne savais pas du tout qu'il était connecté au monde du livre ou du cinéma. Rien. C'était juste un client. Puis quand je parle de pluriel, c'est que on pense que pluriel, c'est de tout faire tout en même temps. C'est pas ça. Je crois que pour pouvoir être pluriel, dans mon cas, c'est de vraiment bien faire ce que je suis en train de faire là, au moment où je le fais. Puis aller jusqu'au bout du potentiel de la chose. Donc, j'étais restauratrice. Je vais faire mon métier de restauratrice jusqu'au bout, c'est-à-dire de, oui, bien faire la nourriture, mais aussi de m'occuper de mes clients, n'est-ce pas? Et donc, je sais pas pourquoi je me parle au pluriel, là, mais je me donnais la mission de m'occuper de cet homme-là que je pensais qu'il n'avait pas d'amis, qui venait tout seul, qui était un homme esselé. Tu sais, c'est beau, hein, comme mot. Il chauve, André, avec des lunettes, puis il était très poli
il parlait bien, il était courtois même, tu sais, pas juste poli, mais courtois avec toute l'équipe. Et donc, je sais pas, on avait comme de la compassion pour lui, pour dire, « il est tellement gentil, mais peut-être à cause de ça, il n'a pas d'amis. » Oh! Donc, je disais aux filles, à mon équipe, je disais, quand le bibliothécaire, ben, on lui a donné aussi un métier. On a décidé qu'il était le bibliothécaire parce qu'il y a une bibliothèque pas loin. Et je disais, quand il se rendait au dessert, vous me direz si je peux sortir de la cuisine, je vais aller m'installer pour lui donner un petit 2 minutes là, d'amitié. Tu sais, prendre le thé avec lui ou une petite bouchée, juste pour l'accompagner. Puis c'est vraiment, il a fallu beaucoup de temps avant que je sache qu'il était beaucoup, là, je parle de mois ou d'années, là, avant que je sache que, en fait, qu'il était un producteur de télé et de cinéma, André. Puis je savais même pas c'était quoi un producteur. Je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait un producteur vraiment? Puis il m'explique, puis je comprends. C'était tellement loin de moi que j'avais pas vraiment besoin de comprendre. Et c'est lui qui a apporté mes petites notes à la maison d'édition. Wow! Ouais, une fois que j'ai fermé le resto, il m'a demandé ce que je faisais dans mes journées, puis je disais que j'étais en punition, là, à la maison, parce que le papa de mes enfants, Francis, me disait là, tu as 40 ans, tu vas avoir 40 ans là, dans quelques mois, peut-être que tu peux t'asseoir, puis juste, tu sais, imaginer ta carrière de rêve. Qu'est-ce que tu aimerais faire au lieu de changer de métier à tous les 5 ans? Puis je n'avais pas compté là, les 5 ans, mais c'est juste que ça arrivait de façon presque cyclique. Et je ne savais pas à quoi rêver, vraiment. J'ai juste rentré les notes que j'avais dans l'ordinateur, puis j'ai donné ça à André. Et André m'a dit, « Moi, si j'étais toi, je continuerais. » En tout cas, moi, je continue. Il dit et qu'il était même prêt à apporter juste les quelques notes que j'avais à la maison d'édition tout de suite. Et je dis, « Ben non, André, ma punition, c'était juste 1 mois. » Et punition. Ouais. Pénalité. Période de pénalité. Une pause. Une pause. Oui, imposée. C'est ça. Et donc, j'ai dit, non, tu sais, je retourne travailler. J'avais quelques offres sur la table. Je retourne au bureau. Et il m'a dit, en tout cas, je te dis ça comme ça, moi, je suis prêt. J'ai dit, moi, je suis pas prête. Puis, je pense que j'avais peut-être 25 pages. J'ai dit, je suis même pas sûre que je suis capable d'aller plus loin que 25 pages. C'est peut-être la fin. Mais il a semé quelque chose dans ma tête. Et aussi, l'écriture, hein, être avec les mots, être dans les histoires, de raconter des histoires, ça crée énormément, ou ça donne énormément de plaisir. Donc, je ne sais pas quelle hormone là, que ça... Mais on devient un peu dépendant. On a tellement de plaisir à être juste dans cet univers-là qu'on crée pour nous-mêmes. Hein. À l'époque, vraiment, je ne pensais pas que ça allait... Sincèrement, je pensais qu'il était juste gentil. Qu'il me le disait juste pour, moi, être gentil, un bon ami. Et ben non. Finalement, c'est un très bon ami. Finalement, ça allait changer. Oui, il croyait pour vrai. Et donc, il a apporté les notes à cette maison d'édition que je ne savais pas qu'elle existait, Libre Expression. Donc, quand ils m'ont appelé, je ne savais même pas c'était quoi. C'est qui? Oui, je suis l'éditeur de Libre Expression. Hein? Et c'est pour ça, mon éditeur, après, quand il m'a rencontré en personne, là, une semaine plus tard, il dit « Ouais, tu n'avais pas l'air très emballé. » J'ai dit « Mais je ne savais pas qui vous étiez. » Oh mon Dieu! Wow! Et finalement... Ben oui, puis les notes n'avaient même pas de titre, n'avaient pas de nom, n'avaient pas de pagination. C'était n'importe quoi, là. Heureusement, c'est André. Eux avaient peut-être plus découvert ta personne plus que ton livre en tant que tel. Voyaient ta façon d'écrire, voyaient toute cette histoire, la toute cette richesse. de l'histoire. Oui. Et donc, ils l'ont accepté assez rapidement. Et mais est-ce qu'ils y croyaient vraiment? Je vous dirais que non. Et pourtant, ils se disaient, c'est différent. C'est peut-être mignon, disons.
Il y avait peut-être un petit quelque chose. Alors, essayons. Mais c'était pas, on misait pas là-dessus, là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la première impression, était en petite quantité. Et à chaque réimpression, les 10 premières réimpressions étaient encore en petite quantité, c'est-à-dire à coup de 1000 copies à la fois. Donc, il a fallu quand même beaucoup de fois, parce qu'on était toujours à court, pour qu'on décide de faire une grosse réimpression. Mais sinon, personne n'y croyait, moi non plus d'ailleurs. C'était... Moi, j'étais prête à faire, tu sais, un bonhomme sandwich, là, au salon du livre. Je leur ai proposé ça. Je dis, est-ce que je peux être, tu sais, comme, me promener avec un panneau puis donner des Timbits aux gens. Vraiment, c'était... Et finalement, ça a été un franc succès. Oui, puis encore aujourd'hui, je suis surprise. Je comprends pas que en tout cas, vous connaissez peut-être l'université Georgetown aux États-Unis. Ils ont choisi mon dernier roman, M, comme étant le livre obligatoire à tous les nouveaux étudiants de première année. Wow! Ils sont obligés tous de lire ce livre-là. Pas seulement ça, obligés de m'écouter comme conférencière, comme keynote speaker, comme ils disent, à l'automne. OK. À la prochaine rentrée. Ça t'étonne? Félicitations. Ben oui! Mais moi, non. J'aurais dit, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous choisissiez une écrivaine pas américaine, déjà? Puis il dit, justement, notre école, on a décidé que le premier livre que les étudiants doivent lire, c'est un livre d'un auteur autre qu'américain. C'est quand même extraordinaire, non? Compte tenu en ce moment de la situation, là. Puis là, j'ai dit, OK, une Canadienne, mais même pas née canadienne, qui n'écrit pas dans sa langue maternelle. Tu sais, c'est beaucoup d'étapes, là. Puis ils m'ont dit, c'est exactement pour ces raisons-là qu'on t'invite. Mais c'est fou, hein? C'est beau succès. Je sors du coq à l'âne un peu, oui, mais non, là. Mais Valmont habite dans une maison. Oui. Puis, comme votre dynamique familiale, j'ai cru la saisir avec l'entrevue que tu as faite avec Marie-Claude Barrette, à 99%. Ah, ça, c'est très simple, OK? Valmont, il habite dans la maison sur la rue à Longueuil. Donc, Valmont a toujours est arrivé dans cette maison-là à l'âge de 2 ans, un peu avant même. Il a 23 ans aujourd'hui. Donc, il a toujours habité dans cette maison. Et c'est un semi-détaché. Donc, dès qu'on a pu acheter l'autre partie, on l'a fait pour convaincre mes parents de venir habiter. Et donc, mes parents sont venus parce que Valmont est non-verbal. Donc, pour moi, la relation ne peut qu'être physique, d'être peau à peau. Et donc, j'ai dit à mes parents, il faut que vous veniez. Tu sais, si on veut créer une relation, puis ils étaient à Brossard, là, pas très loin de Longueuil. Mais quand même, tu sais, c'est le quotidien. Et je veux aussi que mon plus vieux, Justin, il voit ses grands-parents, que ma mère travaille dans le jardin avec le chapeau conique vietnamien. Donc, même s'il n'y a pas une transmission culturelle de façon méthodique, il y a transmission, nécessairement. Et oui, des fois, il part juste pour dire « allô », puis il va à l'école, mais il y a ce « allô » que ça ne pourrait pas se faire s'ils étaient loin. Et donc, ils sont là depuis plus de 10 ans. Donc, on est ensemble avec un jardin unifié et tout ça. Puis là, j'ai rencontré Francis et moi, on s'est séparés il y a peut-être, mon Dieu, je ne sais même plus, disons 10 ans, OK? Ou plus que 10 ans. Mais on a décidé que, le projet de couple a peut-être pris fin. On a réussi quand même 20 ans ensemble. Mais le projet de famille continue. Et donc... c'est si bien dit. Oui. Et le couple a tout simplement rendu à sa date d'expiration, tout simplement. Mais comme je l'ai dit, on a très bien réussi notre mariage. Et donc, et je suis encore plus fière qu'on ait réussi notre séparation. Parce qu'on est encore amis aujourd'hui. Et quand on a décidé de se séparer, j'ai dit, les enfants étaient encore assez jeunes. Donc, j'ai dit, profitons de nos enfants.
on devrait se donner ce droit de profiter de nos enfants, de la famille, de la cellule familiale. Et donc, ce qu'on a fait, on a acheté ensemble, après la séparation, un pied-à-terre à Montréal. Comme ça, en tout cas, Francis, si ça y tentait d'aller à la garçonnière ou à se retirer, ben, il y avait une place. Okay. Moi, je voyageais beaucoup, je voyage encore beaucoup, donc je n'avais pas besoin d'un endroit. Je suis déjà dans des hôtels de temps en temps, assez souvent. Donc, mais cette maison-là était la maison familiale. On est là ensemble en tant que parents. Et donc, on mange ensemble, on s'occupe des enfants ensemble. En fait, dans le quotidien, il n'y a rien qui change. Et j'ai rencontré Yves il y a 3 ans. Et Yves a été intégré dans la famille. Il prend des scotch avec Francis. C'est ça, il dit « Hey, moi, je m'en vais prendre une bière avec Francis. » Je fais « Et moi, non. » Moi, là-dedans, allô? Non, il dit « Non, toi, tu prends pas de bière, donc tu viens pas. » Mais comme Yves avait... Bon, en tout cas, il n'était pas capable de sortir. Ah oui, puis là, avec Yves, ben parce qu'il sait que j'ai Valmont, puis que je veux coucher Valmont le soir, il a déménagé lui-même de Westmount à Longueuil. C'est quand même un upgrade. Tu viens d'accrocher Marie-Lou. Oui, hein, c'est ça. Et il a trouvé, on a trouvé une maison à louer à 2 minutes de marche de la maison. Puis là, j'ai rencontré ses parents. Donc, j'ai dit, il faut que tu sortes tes parents des résidences. Donc, ils sont venus habiter avec nous il y a 1 an et demi. Dans votre maison qui est à 2 minutes de marche. Oui. Donc, c'est très facile pour moi. Tu sais, c'est comme juste une grande maison. Tu sais, c'est dans le pavillon A ou le pavillon B. Tu sais, dans l'aile S ou dans l'aile ouest. Enfin, c'est très proche. Donc, on peut vraiment faire des allers-retours comme ça. Toi, tous tes biens sont à cette nouvelle maison-là avec Yves? Oui. Non. On n'a pas déménagé parce que c'est une maison à louer. Non, on se dit éventuellement, on va déménager. Donc, ça ne sert à rien de déménager 2-3 fois, surtout si c'est à 2 minutes. Et donc, ce qu'on a fait... Ah, mais là, on a trouvé une maison à Saint-Lambert. On va emménager parce que les propriétaires de la maison louée reviennent. Donc, on doit redonner la maison. Et là, il fallait trouver une maison où on peut avoir les grands-parents. Les parents. Et ils ont 90 ans, donc ils ont des besoins particuliers. Donc, c'était difficile de trouver une maison qui pouvait... Qui répondait aux besoins. Donc, il n'y avait rien à Longueuil. Donc, on a dû aller jusqu'à Saint-Lambert, mais c'est à 6 minutes. Oui. En auto, là. Exactement. Et là, oui, le déménagement va être fait. Puis, c'est très drôle, c'est Francis qui me sort des boîtes. Et il me dit, « Ah, tiens, j'ai des boîtes vides là, que j'ai gardées pour toi. » Puis, c'est vraiment dans le... Puis, il a déménagé. Francis et moi, on avait acheté un banc d'église, là, à un moment donné. Puis Francis, il n'en veut plus du banc parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il a dit à Yves, « Yves, veux-tu le banc? » Puis Yves, il a dit oui. Puis c'est Francis et Yves qui ont déménagé le banc à la nouvelle maison. Wow! C'est tout ça pour vous dire, on est dans la grande amitié. On se voit encore tous les dimanches chez mes parents. Vous soupez tous ensemble? Oui. Puis avec, Francis n'est plus avec sa blonde, mais sa blonde de Laval venait manger avec nous, avec sa fille et tout ça. Puis sa blonde m'écrit, on s'écrit, on se suit encore. On est encore dans cette amitié-là. Puis je sais que Francis est allé poser un lustre pour son ex-blonde, là, juste là. Il y a pas... C'est comme vraiment une belle, grosse communauté. Oui. Je trouve que c'est très inspirant. Puis c'est... Tu sais, que t'ailles convaincu Yves de sortir ses parents de la résidence, comme, mais voyons. Ben oui, puis je remercierai jamais assez les parents de nous faire confiance, parce que pour eux, de rencontrer une nouvelle femme dans leur vie, ils ne me connaissaient pas, là. Ils m'avaient rencontré peut-être 6 fois avant de dire oui, on s'en vient, parce qu'à cet âge-là, on est très vulnérable. On n'est pas à notre meilleur, nécessairement, hein? Et de s'exposer comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Il faut beaucoup d'humilité et aussi de confiance pour le faire. Alors,
je reçois leur confiance là, avec beaucoup d'honneur, avec vraiment, j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance-là. Comment on fait pour bâtir ce sentiment-là de communauté, alors que, comme j'ai l'impression que tout dans la société nous dicte un peu de faire le contraire, là, c'est plus individualiste comme approche, mais... C'est le compromis. Ouais. Le compromis? Le compromis. Il faut, parce qu'on ne peut pas créer une communauté et espérer que tout fonctionne seulement selon nos besoins ou nos règles ou nos principes. T'sais, je dirais, la communauté fonctionne parce que tout le monde de cette communauté-là, on a la même valeur ou les mêmes valeurs. C'est le respect des uns des autres et le désir d'être ensemble. Mais le désir d'être ensemble vient avec les compromis. Et je vous donne un exemple très simple. Hein, mais ma mère ne parle pas à Valmont de la même manière que moi. Elle a sa propre façon d'être en contact avec lui. OK? Et elle écoute moins, disons. Dans ma tête à moi, OK? Mon interprétation, c'est qu'elle écoute moins. Elle va le forcer peut-être à goûter des plats que moi, personnellement, je pense qu'il n'aimera pas. Elle vient de trouver, en tout cas, une sorte de banane, je sais pas, là, pas asséchée, mais écrasée. En tout cas, des bananes vietnamiennes. Et Valmont aime beaucoup les bananes. Mais et là, elle était toute excitée parce qu'elle revient du Vietnam. Elle a découvert cette sorte de banane sèche, ou je sais pas comment sécher. Ouais. Déshydratée. Déshydratée, ouais. Mais en tout cas, une drôle de façon. C'est juste des bananes écrasées ensemble en tas. C'est pas beau. Puis là, elle dit « Ah, tu sais, je suis sûre que Valmont va aimer ça. » Puis je fais comme « Non, 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 il va pas aimer la texture, c'est trop dur, c'est trop dur. » Puis là, elle insistait, puis elle coupait en petits morceaux pour y apporter. Puis je dis « Ah, il aimerait pas ça. » Puis comme de fait, elle l'apporte, puis il fait comme « Non. » Tu sais, puis là, elle insiste, elle dit « Valmont, ce sont des bananes. » Mais c'est parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est des bananes. Ça ne ressemble pas de banane. Zéro banane, tu sais. C'est juste lait. Tu sais, je fais comme, arrête d'insister, tu sais, mais j'ose pas lui dire ça parce que c'est ma mère. Donc, je dois lui laisser aussi l'espace d'être grand-maman. Et c'est une relation à part. Je ne dois pas intervenir dans une relation grand-mère-petit-fils. Et donc, je la laisse insister. Et Valmont fait « Oh non, non, non. » Elle dit « Non, regarde ça, c'est des bananes. » Puis dès qu'il a senti que c'était des bananes, ben il l'a goûté. Puis imaginez-vous donc, il adore ça. Ah, j'aime ça. Puis là, ma mère me regarde. Mais justement, c'est quoi la relation que tu as avec ta mère? Parce que, tu sais, je me posais beaucoup la question, tu es arrivée ici, tu avais 10 ans, pour pas me tromper. Fait que t'avais, tu sais, on s'entend, oui, t'étais jeune, mais t'avais pas non plus 2 ans. Tu sais, tu te souviens du Vietnam, tu te souviens, t'as été éduquée à travers cette culture-là, très riche. Et là, t'arrives dans une nouvelle culture qui est complètement différente, dans une période de vie qui est très, enrichissante, l'adolescence, où qu'on se forge notre caractère. Est-ce que tes parents ou même ta mère a vu un clash dans la façon que tu lui parlais, que tu as interagi avec elle? Ça l'a-tu... Et c'est pour ça que je pense que j'ai 2 langues. Quand je parle avec mes parents, il faut que je parle différemment, comme par exemple ne pas dire non. Oui, 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 je viens souper, mais tu sais, il y a un autre souper. Oui, je viens souper, mais je ne serai pas là. Quand on parle de langue, même si on parle la même langue, il y a des niveaux de langue, des façons de communiquer. Et vous le savez, vous êtes dans la communication, c'est très important de parler la même langue que l'autre, au niveau émotif et culturel, je crois, pour être compris, pour éviter les maladresses et les malentendus. Et donc, avec ma mère, assez rapidement, parce qu'elle a insisté, dès le début, elle dit « On va parler vietnamien à la maison parce que vous allez perdre le vietnamien très rapidement. » L'environnement est en français. Le français, vous allez l'apprendre très rapidement, mais le vietnamien, vous allez le perdre très rapidement. Donc, à la maison, on continue à parler en vietnamien. Et quand on parle en vietnamien, c'est pas seulement la langue, c'est la culture. On parle avec cette langue-là, avec ses habitudes. Et donc, avec ma mère, même quand je veux lui transmettre des messages,
en tout cas, qui ne sont pas de la culture vietnamienne, je vais les traduire dans la langue vietnamienne pour que ça puisse être compris. Et, mais mes parents sont très, je dois dire, ils s'adaptent beaucoup à nous. Ils se sont beaucoup adaptés à nous. Eux aussi, ils ont traduit leur langue, leur façon de dire les choses pour s'adapter à nous. Donc, on s'est rencontrés au milieu. Non, il n'y a pas eu beaucoup de clash. Ça a dû être extrêmement difficile pour tes parents d'arriver ici, devoir s'adapter à ici en tant Oui, puis qu'adulte. non. Parce qu'on était tellement proche de la mort. Hein? On était à 15 minutes de la mort, dans le sens où on a vu le bateau se défaire devant nos yeux. Si c'est ça, si on avait passé 15 minutes de plus dans ce bateau-là, on ne serait pas ici avec vous. Et déjà, mon père, il y avait toutes ces pilules de cyanure préparées à notre mort, à nous enseigner même comment mourir. On était tellement proche de la mort que tout ce qui venait après, c'était facile. Et toutes les personnes qui ont vécu que ce soit des situations médicales difficiles, mais après, tout est léger. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que ça. Dans le sens où il n'y a rien de plus précieux. On réalise que la vie est précieuse. Peu importe ce qu'elle lance vers nous, au moins on a la vie. Sinon, on n'a rien. Donc oui, la vie est remplie de défis. Ma mère nous rappelait tout le temps quand on était jeune que vivre, c'est la chose, c'est la chose la plus exigeante que vous allez devoir faire dans votre vie. Puis là, on ne comprenait même pas ce que ça voulait dire vivre, mais oui, vivre la vie qui nous est accordée. Parce que autant les défis que les cadeaux, il faut aussi recevoir les cadeaux. Tu sais, si on veut danser toute une nuit, il faut être en forme. Hein? Si on veut manger tout ce qu'on mange, il faut être en forme. Si on n'a pas des bonnes dents, si on n'a pas un bon système digestif, on ne peut pas manger tout ce qu'on voudrait manger. Donc, ne serait-ce que juste même recevoir les cadeaux de la vie, il faut être en forme, tu sais, pour le faire. Il faut être prêt. Puis, tu sais, tu dis qu'après ça, tout est facile. Oui. Tout le restant de la vie est facile, étant donné que ça a tellement été une période difficile et très, je ne veux pas dire tranchante, mais c'était la vie ou la mort. Exactement. D'avoir raconté cette histoire-là maintes et maintes fois, d'avoir été très jeune et souvent, je sais qu'on a la mémoire qui se déforme un peu. As-tu l'impression de raconter ton histoire ou des fois de raconter une autre histoire, que ça soit flou? C'est sûr que des fois, on a l'impression que l'histoire est tellement loin, hein, parce que la tête, elle s'adapte très rapidement pour pouvoir survivre et vivre les nouvelles situations. Donc, les expériences deviennent détachées de nous-mêmes. Et surtout, dans mon cas, je ne peux pas être attachée à rien. On a appris très vite que tu ne peux pas t'attacher à aucun objet, à aucune personne, à même aucune émotion. Alors, on a appris très, très rapidement. Ou sinon, j'ai été élevée dans le détachement. Tes parents, tu peux les perdre à tout moment. Donc, tout le monde, on se prépare déjà à la perte de tout le monde. Donc, quand il y a eu la COVID, on a eu une réunion familiale tout de suite pour dire, OK, si toi, tu meurs en premier, qui va prendre le relais? Si l'autre meurt en premier, si Valmont devait, parce qu'il y avait une liste qui est sortie pour dire, pour faire, je ne sais pas, pour classer les priorités, quels sont les patients qu'on doit prendre en premier, en deuxième, en dernier. Oui. Et les personnes autistes et tout ça se retrouvaient sur la liste comme étant dans les derniers à être traités, ou sinon, ce n'était pas dans les priorités. Okay. Et donc, j'ai convoqué une réunion familiale tout de suite parce que je ne veux pas qu'on discute pendant que ça se passe. Il faut discuter avant. Et donc, il fallait accepter tout de suite que si c'était Valmont qui allait au BAT, je dirais, il fallait qu'on accepte déjà qu'il n'y aura pas de discussion. On accepte tout de suite qu'on laisse Valmont aller. Wow. Et qu'on ne va pas lui faire vivre ne serait-ce que juste l'intubation. Et après ça, le réveil, qu'il soit attaché, qu'il soit... Ouais. Et puis de l'autre côté, je dis, de toute façon, il ne sera pas traité en priorité. Mais ça, je comprends pas. Parce que c'est une personne autiste ou parce que c'est une personne jeune?
Je sais pas, je Je me pense que souviens les pas. conditions médicales n'étaient pas, entre Hein? guillemets, aussi graves que quelqu'un qui a un cancer ou personne âgée. Ou... Des Ouais. fois, c'était les gens qui avaient moins... C'est les gens qui allaient être traités en premier. C'est ceux qui avaient des chances plus accrues de survivre. S'ils manquaient de ventilateur, tu sais. Il y a tout ça qui Ouais. rentre C'est en fou, ligne hein, de compte. dans des situations comme ça. Genre, moi, ça m'a vraiment choqué. Tu sais, ah, tout d'un coup, là, il y a une Une hiérarchie. liste. Il y a une Il y a une liste. Il y a une hiérarchie. hiérarchie, puis on Mm. devient très concret dans comme cette vie vaut plus que elle. Et Et pourtant... c'est comme vraiment Mais impressionnant. ça existe tout le temps et je crois que c'est presque de l'aveuglement qu'on se dise que, ah non, on est Ouais. démocratique, tout le monde est égal. Non, si tout le monde était, si on considérait que tous les humains étaient égaux et que tous les humains sont égaux, on n'aurait pas eu besoin de créer un système de justice. Mhm. On crée le Ouais. système de justice pour pallier justement à ces inégalités. Hein? On essaye le plus possible. Mais les inégalités existent au quotidien. Mais comment on fait pour pallier à ça? Donc, le système de justice est là pour dire, non, que tu sois pauvre ou riche, tu as le droit d'être jugé de façon équitable, même si ça ne l'est pas. Mais on essaye le plus possible. Autrement, je vous dis, moi, je suis jamais... Ben, très souvent, hein, je ne suis pas servie dans les cafés et tout ça parce qu'on ne me voit pas. À l'aéroport, là, les comptoirs sont hauts. À On cause de ta passe grandeur. par-dessus moi. On passe tout le temps par-dessus moi. Puis l'affaire, c'est que les gens autour de moi ne disent pas « Ah non, elle était là avant. » Dans un aéroport, parce qu'on croit qu'on ne recroise plus jamais la Les gens, personne, ouais. les gens. Donc, on se donne le droit d'être complètement, je ne sais pas, Centré sur soi-même. oui, ou sinon tomber dans cette hiérarchie. Mais ce qui me chicote par rapport à ce que tu dis, c'est que par rapport à Valmont, que vous vous étiez toutes rencontrées, puis vous disiez non, on veut pas qu'il soit intubé, etc. Là, c'était une situation, entre guillemets, je peux me permettre, très similaire à ce que tu as vécu auparavant, dans le sens où on est entre la vie et la mort, mais d'une perspective très différente, étant donné que là, c'était d'une perspective de mère et non d'enfant. Absolument. Comment l'as-tu vécu? L'as-tu vécu de la même façon en se disant on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, ou... J'ai vécu la même chose que mon père et ma mère qui ont apporté les pilules de cyanure. Oh mon Dieu. De dire, est-ce que je fais souffrir? Parce que si on rencontrait des pirates, on serait passé au cash. Puis quand hein, les femmes sont toujours les premières victimes, parce que le viol est l'arme la plus efficace et la plus rapide et la plus facile. Et donc, c'est toujours les femmes en premier. Et j'avais déjà 10 ans, donc on ne savait pas trop. J'étais sur la ligne, je vous dirais. Et si on se faisait attraper par la police et qu'on était envoyé en prison, ça serait la même chose. Encore une fois, les femmes en premier. Et mes frères étaient plus jeunes. Et donc, pour mon père, il fallait nous donner la possibilité de quitter vite, de ne pas avoir à souffrir. Et donc, j'ai compris encore mieux mon père quand la COVID est arrivée. Et donc, je dirais que c'est extraordinaire, en fait, comment on peut regarder de l'extérieur ces émotions très paradoxales ou contradictoires. Mais il faut aimer beaucoup pour pouvoir faire ce genre pour pouvoir prendre ce genre de décision. Mes parents savaient que les bateaux coulaient, là. Ils savaient avant de partir. C'était pas dans l'espoir, oh, 50-50, on va survivre. C'était 100%, on va mourir. Et comment un parent peut prendre cette décision-là? Il faut beaucoup d'amour. Ouais, c'est... Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour pouvoir le faire. C'est un peu comme, je vous dirais, une maison qui brûle. Quand on est à l'extérieur, on ne comprend pas comment un parent puisse lancer le bébé du 3e étage. Mais c'est la seule façon. C'est seulement quand on est à l'intérieur qu'on comprend pourquoi. Cette expérience-là t'a permis de mieux comprendre tes parents? Tout à fait, tout à fait. Et donc, quand je vous disais que
pour avoir une communauté, il faut beaucoup de compromis. Hein, c'est ça aussi, c'est d'être ensemble, de dire, il y a des opinions différentes et chacun, on va être entendu. Puis oui, la personne concernée va prendre la décision finale, mais chaque dimanche, c'est un conseil d'administration qu'on a vraiment. Puis mon frère, il a une clinique dentaire, par exemple, il va exposer, bon, en tout cas, ses choix, ses décisions, qu'est-ce qu'il pense faire, est-ce qu'il fait une nouvelle salle ou pas. Bien, on a tous le droit de participer. Choisir en famille. Oui. Puis moi, j'ai une invitation aux États-Unis et je suis complètement déchirée parce que je ne veux pas y aller pour toutes sortes de raisons, mais la raison la plus évidente, c'est que je suis canadienne et je suis offensée. On va commencer avec ça. On comprend. Oui, hein, je trouve que c'est une bonne raison. Très bonne raison. Puis je veux faire honneur à mon pays, qui est un pays plus démocratique que les États-Unis. Alors, j'ai dit, non, moi, je refuse. Puis c'est un pays où on ne censure pas encore la parole, on ne censure pas... Alors, je voulais faire ça, mais je l'ai apporté au conseil. Oui, je l'ai apporté au conseil. Puis le conseil a voté, puis je suis le conseil, la décision du conseil. C'est non, on y va pas. Mais je trouve ça beau en même temps parce que je pense qu'il y en a peut-être qui idéaliseraient peut-être ce fait de communauté-là. C'est pas vrai que c'est tout beau et peut-être qu'eux, ils t'auraient tous dit, ben non, Kim, voyons, faut que tu y ailles pour telle raison, puis que finalement, tu y vas, puis ça fait peut-être pas 100% ton affaire, mais est-ce qu'on peut être invités, nous, les dimanches, s'il vous plaît? Ben oui! Au conseil! Mais oui! Oh mon Dieu! Oui! Comme quand j'ai ouvert le resto, tout le monde disait que c'était une mauvaise idée. Jusqu'à la veille, mais tout le monde était là en train de faire le ménage avec moi au restaurant. Mais ils sont tous comme, c'est tellement une mauvaise idée. On comprend pas. Pourquoi tu as étudié autant pour aller laver la vaisselle? On t'a soutenu pour que tu ailles pas dans la restauration et tout ça. Et tu finis là. Et oui. Mais t'as pas fini là, finalement. Non, exactement. Mais mon frère dentiste, que sa clinique, le resto était vraiment même pas un coin de rue de sa clinique, ben il venait laver la vaisselle. Là. Puis est-ce qu'il était en désaccord avec moi? Oui, complètement. Mais c'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on ne donne pas notre soutien. Vous voyez la dynamique ici? Ouais. C'est parce que très souvent, on pense que parce qu'on est en désaccord, on doit aussi retenir notre soutien. Non. Et pourquoi j'ai pas peur des chutes, je vous dirais, dans la vie, des échecs, c'est parce que je sais qu'il y a plein de mains autour de moi qui vont m'aider à me relever. Et donc, on n'a pas peur de chuter. On n'a pas peur d'essayer. Même si tout le monde te dit, hein, hey, tu vas tomber. Oui, mais je vais essayer. OK, essaye, on va être là pour te relever. Les gens qui nous écoutent puis qui n'ont peut-être pas ce genre d'unification-là au niveau de leur famille, de liens proches, de parents absents, de parents décédés ou de pas de frères, pas de sœurs, où est-ce qu'on peut bâtir ce village-là? Bien, on se le crée. On peut adopter des sœurs, on peut adopter des frères, on peut adopter des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, on peut adopter. Moi, j'en adopte beaucoup, hein, vous pensez que... Ben, j'allais adopter. Nous sommes en adoption. Oui, on est à l'adoption. Oui, venez, moi, je veux vous adopter. Je suis prête. Mais là, je pense que vous avez l'âge de mes enfants. Non, mais, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être mère, là, je veux juste vous adopter comme ça. Je prends oui, maman-tante, j'aime ça, être maman-tante. Mais oui, mais il faut créer sa communauté. Puis j'ai vraiment... Puis mon amie Ève, je lui ai dit ça pendant la COVID. J'ai dit, Ève, à la sortie de la COVID, je vais te demander en mariage d'amitié. J'ai dit, pourquoi on se marie seulement pour l'amour? On peut aussi se marier pour l'amitié. C'est aussi précieux. Il n'y a rien de plus précieux qu'une amie, une amitié inconditionnelle. Et donc, oui, j'ai dit, là c'est parce que j'ai pas le temps de l'organiser, ce mariage-là, mais j'ai dit, on devrait aller, puis là, je suis pas catholique non plus, mais j'ai dit, ça serait-tu beau de faire un mariage d'amitié à l'église? Tu sais, à gang comme ça, juste parce que le lieu est beau, là, je vous dirais, puis c'est déjà, on n'a pas besoin de décorer, parce que si tu prends... Oui, parce que tu prends une salle, puis il faut que tu décores, tu sais, là, l'église, je trouve que c'est déjà décoré, on va en profiter. Puis non, mais vous trouvez pas? Je trouve ça magnifique, cette idée-là. Puis on se... Une personne que tu choisis volontairement
Oui, on sera Puis, amis à ouais. vie. Ce principe-là, dans le mariage de pour le meilleur et pour le pire, je trouve que c'est quelque chose qu'on essaie d'inculquer beaucoup dans nos relations amoureuses, mais Ouais. peut-être pas autant dans nos relations d'amitié. Et c'est pourtant, Et pourtant, Et c'est pourtant, sur, c'est vrai. qui est-ce qu'on appelle quand ça va pas? Ouais, Nos c'est ça. amis. Ben oui. Tu sais, Ouais. puis je sais pas, je trouve qu'on déclare pas assez. Alors, je je t'aime, sais pas. Marie-Lou. Oh! On peut se marier. Mais, Ouais, ça, on pourrait. On mais ferait très bien. en même temps, et je me dis, bon, pour la vie, non. Je crois que les amitiés aussi, comme les amours, parfois ne durent le temps que ça dure. Il y a des amitiés qui ne durent que 5 minutes et ça change notre vie. 5 minutes. Parce qu'il y a eu ce moment dans une toilette, on se retrouve, puis il y a une histoire qui se raconte, puis boum, on a vécu une amitié de 5 minutes. Puis il y en a d'autres, c'est 30 ans, d'autres 5 ans, mais se donner aussi le droit de dire, ah, on est arrivé au bout d'une amitié. Et c'était beau. On a vécu cette amitié-là pendant X temps. Et on continue, chacun de notre côté. Peut-être, ça va revenir, peut-être pas, mais déjà savourer, profiter de ce qu'on a. Puis dans tes relations, tantôt, si je m'abuse, tu disais qu'entre autres, avec ce que tu as vécu en arrivant ici avec tes parents, il fallait être très détaché, très... c'est quoi le mot que tu as employé? Tu as dit Oui, détaché, détachement. mais un détachement émotionnel ou comme de ce lien-là. Est-ce que tu trouves que ça t'a peut-être nuit dans ta vie avec tes relations, autant d'amitié ou amoureuses? Non, Non. parce que je vis intensément chaque relation pendant qu'elle est là. Je prends pas pour acquis que je vais revoir la personne demain. Ça Ça fait se peut l'inverse, pas. finalement. Oui, au contraire, on l'a, puis je perds pas ce moment-là. Je l'ai vécu. Elle est en moi. Puis il y a des gens que j'ai croisés peut-être 30 secondes, mais dont l'image est encore très présente dans ma tête à moi. Et donc, elle est là, jamais perdue. Il y a des collègues, des collègues avec qui j'étais très proche parce que c'était des très longues heures de travail au bureau d'avocat. Puis on était amis à cette époque-là, à ce moment-là. On a partagé des choses extrêmement intimes à ce moment-là que je garde encore aujourd'hui. Même certains gestes que j'ai adoptés de ces amis-là, mais que je ne vois plus aujourd'hui. Parce qu'on est dans des milieux différents, on a évolué différemment. Des chemins différents. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été important au moment où on l'a vécu. Et oui, quand on se revoit, c'est pour ces moments-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on a encore des intérêts communs. Non. Puis, comment ça a été de trouver l'amour à la cinquantaine? Extraordinaire. Ouais. Je vous dis, le meilleur est après 50 ans. Je laisse mon chum à 49, je repars à 50. Et voilà. Non, mais c'est ça, on se pose beaucoup la question, Yves et moi, on se demandait si on s'était rencontrés plus tôt, est-ce qu'on aurait su profiter de nous, profiter de cette complicité avec autant je sais pas, autant d'enthousiasme, autant de compréhension aussi, de reconnaître que c'est précieux, que c'est rare, que c'est unique. Vous voyez, parce que quand on est jeune, c'est ça, on vit, on ne sait pas que c'est rare ce qu'on est en train de faire, par exemple. Les gens que j'ai rencontrés à 12, 13, 14, 15 ans, des adultes qui m'ont transféré des connaissances ou des sagesses, qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était important. Je trouvais même ça quétaine ou embarrassant, vrai, gênant. Tu sais, comme quand on est ado, là, on ne veut pas une vieille personne nous parle, nous donne des conseils. Et c'est seulement, tu sais, beaucoup plus tard que tu dis, cette phrase-là t'habite encore. 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Et donc, on s'est posé la question. Peut-être que la vie est bien faite parce qu'on était dans le même bureau d'avocat. Oh! Il y a maintes et maintes années? Il y a 30, en 80, dans les années 90, donc il y a longtemps. Là. Vous connaissiez-vous ou non? Alors, il a seulement 3 ans de plus que moi, mais il a fait seulement un bac. J'ai fait 2. Donc, il était beaucoup plus senior parce qu'il a commencé plus tôt sa carrière de droit. Donc, il était déjà un avocat jeune, mais beaucoup plus senior que moi, qui était étudiante. Je venais de rentrer. On était, imaginez, pas seulement dans le même bureau qui s'étendait sur 6 étages, on était sur le même étage. Non.
du même côté, OK? Oh my God! J'étais du côté nord, était du côté ouest. Wow. OK? Du building. Ben, vraiment, là. Tu sais, le carré, ouais. là. Ouais. Donc, c'est très proche, là. Très proche. Il m'avait jamais vu. C'est le Invisible String Theory. Mais là, est-ce que comme... toi, tu l'avais vu? Il y a des gens... Tu sais, c'est quoi ouais. ça? Oui. Comme, tu sais, c'est juste qu'il y a des gens qui sont reliés, mais qui sont tout le temps en périphérie, mais qui vont comme te croiser au bon moment dans ta vie, mais qui sont comme là. C'est ça. C'est il y a des couples que, ils se sont vus, ben, tu sais, comme que la personne était sur la même photo. Oui. Sans savoir, tu sais, un passant derrière, mais qui se revoit. Donc, c'est comme s'ils étaient supposés de se rencontrer, mais... Ça me donne des frissons. Oui. Oui, puis non, moi, oui, je le voyais parce qu'il est plus grand que les séparateurs. C'est au milieu, là. Moi, j'étais plus petite. Tu connaissais son menton déjà. Écoute, était l'avocat star du bureau. Alors, tout le monde... l'entendait, l'écoutait, travaillait avec lui, pour lui, et il y a une grosse voix, une belle voix. Alors, je me souviens même, il a chanté, je sais pas, dans le couloir, là, « You don't bring me flowers anymore », ou quelque chose comme ça. Puis là, c'était la grosse affaire. Puis là, écoute, toutes les adjointes au milieu avec les... tout le monde était un peu amoureux de lui. Les gars aussi. Tout le monde. Il y avait... Ouais. Donc, lui, son horizon était rempli. Donc, moi, j'étais juste une petite poussière là, qui passait par là, donc il ne m'avait jamais vue. Mais oui, moi, je savais très bien qui il était. Puis chaque chose retrouvée dans la cinquantaine. Oui, mais oui. Mais je vous dis ça, en même temps, je savais très bien qui il était parce que tout le monde le regardait. Et quand il a quitté le bureau pour aller chez McKinsey, l'autre côté de la rue, c'était tout nouveau, le travail de consultant. Donc, tous les jeunes avocats regardaient pour dire « Ah, il y a une autre voie. Tu sais, il y a un autre métier qu'on pouvait faire en tant qu'avocat. » Donc, son nom continuait à résonner. Mais moi, je n'avais jamais pensé à rien parce que je sais pas, je me suis toujours vue invisible, faible. Tu sais que ça, c'est trop, c'est pas pour moi. Tu sais, c'est pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai pas de jalousie dans ma vie. Je suis toujours juste surprise qu'on me voit. Oui. Tu sais, ben, je vous ai dit, comment ça se fait que vous me connaissiez. Mais Kim, t'es rendue en haut de Yves. Pas sans que ça soit une hiérarchie, mais moi, je connais pas Yves, mais je te connais, toi. C'est ça. Plein d'avocats qui te connaissent, plein de médecins qui te connaissent, plein de coiffeurs de tout le monde. Tu sais, comme on se dit, hein, on se voit seulement à partir de nos propres yeux envers nous-mêmes. On voit pas ce que les autres voient. Comme hier, on est allé au restaurant, puis Yves a dit « Ouais, je pense que tout le restaurant t'a vu. » Là, je dis « Ben non, il y a personne qui me connaît ici. » Là, il était comme... il était fatigué, là, mais j'ai voyons donc. Tu sais, puis là, après ça, ben, les gens sont venus me saluer et tout ça. Je dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais je ne vois pas, parce que je me vois juste avec mes yeux à moi. Tu te vois à 4 pieds 11, puis on te voit tout à 6 pieds. Exactement. Mais tu te perçois comment? À ce jour, tu dis que tu te percevais faible, tu te percevais... Mais te perçois... Encore invisible. Ah ouais? Oui, je pense, parce que dès qu'on ne me connaît pas, ou qu'on ne connaît pas le brand Kim Thuy, disons, ben je n'existe pas. Tu sais, à l'aéroport, on m'oublie. Et je vous jure, on passe par-dessus moi. Tu sais, souvent, tu sais, dans l'avion, là, on ne me voit pas. Et donc, je sais que je suis invisible. Tu sais, et je considère que cette invisibilité-là est un pouvoir. Parce que ça te donne le temps d'observer les gens. Et là, tu vois comment les gens agissent entre eux et comment ils agissent envers moi. Et là, l'humain se révèle. Tout le côté plus caché, plus en retenue, ou sinon qu'on croit que les autres ne voient pas, mais je vois l'intention. Tu sais, c'est... ne serait-ce que quelqu'un, une mère qui échappe une tétine par terre. Pas elle, mais le bébé échappe une tétine par terre. Et si je suis pas proche, c'est sûr que si je suis proche, ben je suis déjà sur la tétine, là, puis en train de courir, laver ça parce que je sais c'est quoi, là, la maman qui capote avec d'autres enfants, puis là, mon Dieu, mais si je suis trop loin, et que je peux seulement être en observation, on voit tout de suite
qui fait semblant de ne pas avoir vu, qui veut aider, mais ne sait pas s'il peut ou pas, qui essaie, mais avec maladresse. Donc, on voit tout de suite. Et là, dans toute cette panoplie-là, on voit qui aide. Et je peux presque mettre le doigt dessus, déjà d'avance, qui va jouer tel rôle. C'est extraordinaire. Mais c'est un super pouvoir, ça, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui est capable de faire cette observation-là. Oui, qui peut être assez invisible pour le faire. Parce qu'il faut être invisible. Sinon, les gens voient qu'on les voit. Aimes-tu ça, te considérer invisible? C'est oui, pour le pouvoir d'observation. C'est vrai que je pense qu'on prend pas assez le temps de regarder ce non-verbal-là. Est-ce que tu crois que Valmont t'en a beaucoup appris? Ben oui. Tout vient de Valmont. Ben, en même temps, je vous dis ça, mais parce que j'ai été justement invisible. Invisible en tant que, oui, déjà petite fille, parce que j'ai une cousine vraiment extraordinaire. Donc, elle a absorbé toute la lumière, je dirais. Donc, j'ai eu la chance d'être dans l'ombre pour regarder tout ça. Et après ça, en tant qu'immigrante, tu es invisible. Tu dois être invisible. Et donc, ça... Ben, c'est ça. C'est par la vie que j'étais invisible. Et après ça, avec Valmont, ben, j'avais déjà cet entraînement-là. Et Valmont m'élève à un niveau encore plus, j'allais dire, plus élevé, parce qu'avec lui, il faut vraiment que j'observe pour pouvoir le comprendre. Donc, juste là, j'ai été tellement touchée, puis je peux pas croire que j'avais pas... Ben, pas que je pouvais pas croire. OK, je vous raconte ça. Valmont, il est très bon en casse-tête. Okay? Il peut faire un casse-tête de 1000 morceaux seul. Et vraiment, la façon qu'il le fait est différente de nous. Tu sais, nous, on regarde l'image, puis là, on cherche le morceau qui va avec l'image, le petit chien ou la petite lampe et tout ça. Valmont, c'est pas ça. Et vraiment, il est très bon pour juste regarder la forme. Wow! Okay? Donc, il va prendre... Il fait pas comme moi, genre, on va faire le contour, puis là, après ça, on va faire le petit chien, puis on va faire la petite fleur, puis on va les mettre ensemble. Non, Valmont, c'est vraiment selon l'ordre. Wow! Donc, il va chercher exactement le morceau qui lui manque, puis il met dedans. Si c'est un ciel bleu, et c'est ça, moi, je suis incapable. Ouais, mais lui, il va, puis il le met. Et donc, quand j'essaye, il m'écarte tout le temps. Parce que moi, je le fais par chien ou fleur. Là, il est tout comme... Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, pourquoi tu veux faire le contour? Tu sais, puis je mets tout le contour ensemble. Pour que... Puis il est tout comme... il enlève tout ça parce que pour lui, ben c'est pas... il fonctionne pas avec cette méthode-là. Ouais. Bon, parfait. Donc, j'avais toujours... Je me disais toujours, Valmont, puis quand il était tout petit, dans les premières consultations avec un psychiatre, pédopsychiatre et tout ça, il m'a dit, tu vois, Valmont, il est capable de faire le casse-tête, très bien. Puis moi, je voulais dire, il est très bon, mais il dit, un enfant neurotypique va faire le casse-tête, va regarder l'image qui se révèle, et après ça, il attend à ce qu'un parent ou un adulte vienne pour l'applaudir. Ou sinon, il est fier de montrer, tu sais, j'ai réussi. Valmont, il n'a pas cette étape-là, ces deux étapes-là. Lui, c'est juste le faire. Ça finit là. Ça finit là parce que c'est brisé, je le mets ensemble. Mais il n'y a pas de satisfaction, je comprends. Il n'y a pas de fierté, il n'y a rien de tout ça. Et donc, il dit, ce qu'on essaie de lui offrir, ce sont les deux autres étapes. Puis dans ma tête, c'est comme... Ben, avec le temps, je me dis, ben non, Valmont, il n'est pas là-dedans. Il est juste dans le faire. L'exécution. Et là, dernièrement, avec le dernier casse-tête qui est sur la table en ce moment, là, je l'ai vu mettre un morceau puis faire ça. La satisfaction. Et c'est auto-applaudi. Oh mon Dieu! Et je suis restée pendant 2 secondes comme ça. Est-ce que j'ai bien entendu? Puis là, tu regardes autour, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui a... Qui est témoin. Oui. Puis j'étais toute seule. Je pouvais pas partager ça avec personne. Donc, j'ai appelé son frère, Justin. J'ai dit,
Valmont s'est applaudi, mais juste avec un son. Ouais. Donc, je dis, est-ce qu'il s'était applaudi? Mais je suis sûre que c'était ça parce qu'il s'est vraiment... Tu sais, il y a eu un mouvement facial en même temps que... Mais bon, il faut une deuxième fois et une troisième fois pour confirmer si vraiment. Et là, juste hier, au centre où il va, l'éducatrice m'a montré une vidéo où Valmont était debout à côté de son amie Sarah, qui faisait un casse-tête beaucoup plus facile, peut-être un 40 morceaux. Là. Donc, pour Valmont, il peut le faire le doigt dans le nez puis les yeux fermés. Là. Et je voyais Valmont à côté, et ce qu'il a fait, c'est qu'il prend le morceau, il le met à côté de là où le morceau doit aller, puis il laisse son ami emboîter. Oh, wow. Puis il a fait toutes les fois comme ça. Elle a fumé juste pendant 1 minute, donc il y a eu peut-être 5 morceaux, mais il a fait ça tout le long. Tout bienveillant. Il prend, il met à côté pour que son ami puisse emboîter. Comme ça. J'ai pleuré ma vie. Oh, c'est beau. Donc, il a l'empathie, est en relation, il le montre, il a la patience, il sait qu'il est plus peut-être capable, ou sinon, et il veut aider l'autre, puis il veut laisser l'autre avoir la satisfaction de mettre le morceau elle-même. C'est beaucoup de compréhension de cette situation-là. Là. Ça, oh mon Dieu! Il a tout dans lui. Oui! C'est de l'émotion envers l'autre, c'est de l'empathie envers l'autre. Oui! C'est de l'amour. Oui! Et là, je me dis, mon Dieu, ça, c'est le plus beau de l'humain, en général, n'est-ce pas? Si on était tous comme ça, tout le temps, et on le fait avec nos amis, dans toutes sortes de gestes, dans toutes sortes de partages et tout ça, mais j'ai dit, Valmont, il l'a aussi. Et malgré son handicap, il croit qu'il est capable d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est vraiment beau. C'est extraordinaire, non? Moi, j'aurais pleuré sans cesse. J'aurais toujours pas arrêté de pleurer si j'avais été sa maman. Écoute, puis là, j'ai envoyé le vidéo à son frère, à son père, à Yves. Écoute, à tout le monde, j'en peux plus. Je suis comme, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Puis s'il n'y avait pas le vidéo, puis en fait, les éducatrices me racontent toutes sortes de choses que Valmont fait. Puis je dis toujours, « Ah, mon Dieu, qu'elle s'exagère, tu sais, il n'est pas aussi bon que ça, voyons donc. » Puis là, maintenant, elle filme pour me montrer. On te l'a dit, t'as vu, il a fait sa peinture toute seule, c'est pas nous. On te l'a dit que c'est pas nous. Puis elle était super belle, sa peinture. Puis j'y croyais pas. Je dis, OK, les filles, franchement, là... Calmez-vous, là. Ouais, hein, je connais mon fils, là. J'interromps le podcast d'aujourd'hui pour te parler de précarité menstruelle. Et je sais que quand on entend ce terme-là, on peut se dire, bon, c'est loin, c'est peut-être dans des pays sous-développés, mais non, c'est au Québec aussi. Il y a des milliers de personnes, des étudiantes, des jeunes mères, des gens de toutes les tranches d'âge qui se retrouvent devant un choix impossible, acheter des protections menstruelles ou manger 3 repas par jour. Aller en classe ou rester à la maison parce qu'on n'a rien pour se protéger. 63% des filles et des femmes ont mentionné à un certain point dans leur vie devoir manquer de l'école ou des activités sociales ou professionnelles parce qu'ils n'avaient pas de protection menstruelle adéquate ou qui était disponible sur place. Et c'est pour ça que je veux te parler d'Aura Protection, qui est une entreprise d'ici qui ne se contente pas de vendre les meilleures culottes menstruelles sur le marché, mais c'est aussi une entreprise qui milite activement pour que toutes les personnes menstruées aient accès à des protections saines, durables et abordables. Aura, c'est aussi des dons de produits à des organismes communautaires à l'année longue, des échantillons offerts aux infirmières scolaires dans leurs écoles pour leurs ateliers d'éducation à la sexualité et une offre spéciale pour les écoles parce que pour chaque culotte achetée, une culotte est offerte en plus de 30 à 40 % de rabais sur ta commande. Alors, si tu travailles dans une école, c'est ta chance. Concrètement, choisir les culottes Aura, ça change tout. Les culottes durent jusqu'à 5 ans. En moyenne, on économise près de 5 000 $ sur 40 ans comparé à des produits jetables. Et le bonus, c'est que dans la majorité des municipalités au Québec, tu vas être remboursé jusqu'à 75 % de ton achat. Et en plus, tu sauves les taxes parce que les produits menstruels ne sont pas taxés au Canada. Alors, tu peux très rapidement rentabiliser ton investissement.
Alors oui, aucune protection est parfaite, mais si tu veux réduire la précarité menstruelle autour de toi et dans ta propre vie, c'est un geste qui est hyper concret. Alors va visiter le site web de Aura Protection, le lien est dans la description et sur ce, on retourne à l'épisode. Tu sais, on parlait de traduction culturelle. Ma mère, elle va vous donner la main comme ça, une main molle, OK? Parce que dans sa culture, elle donne pas la main. Dans la culture vietnamienne, on se salue pas en donnant la main. Les plus jeunes doivent saluer les plus grands en se croisant les bras comme ça, puis en baissant la tête. Hein? Puis les plus vieux, ils font... Ils accusent la salutation avec la tête. C'est tout, mais on se donne pas la main. Et oui, on se donne... C'est pas physique, la relation, ou sinon le premier contact. Et donc, ma mère, elle a appris ça ici, qu'il faut donner la main. Mais elle n'a aucune conviction dans ce serrage de main. Ferme, non. Puis elle n'a pas d'interprétation dans le ferme ou pas ferme. Ouais. C'est juste... Le bout de doigt, la main complète. Oui, rien. Dans sa tête, c'est... Et donc, elle donne la main comme ça. Pendouillante. Oui. Et je suis sûre que tout le monde qui lui ont serré la main doit croire qu'elle est soumise, qu'elle est douce, qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, tu sais, puis qu'elle est obéissante. Oui. Oh my God. Tout ce non-verbal-là qu'on analyse d'une façon selon notre culture. Oui, alors que c'est un dragon. OK? Ma mère, c'est un dragon. Écoute, tu veux pas... C'est quoi le prénom de ta mère, si je peux me permettre? Oui, qui veut dire « oh ». Oh mon Dieu. Le contraire. Tu veux tellement pas, aller contre ma mère, là. C'est, oh my God. Non, elle, c'est une tempête. Tu sais, moi, je dis, c'est une tornade. C'est impossible. C'est la femme la plus forte que je connaisse. Vraiment. Tu sais, je me dis, elle a le matériel, en tout cas d'une PDG, là. Elle serait tellement, dans un autre contexte, elle serait une des PDG les plus redoutables qui existent. Une intelligence extraordinaire, entrepreneuriale et capable de décisions tellement dures. C'est elle qui a décidé qu'on devait quitter le Vietnam. C'est elle qui a procédé à cette fuite-là. Donc, oublie ça. Mais si on le traduit seulement à partir de notre propre culture et non pas seulement selon les références de l'autre culture, on tombe dans le panneau. On tombe dans le champ complètement. Oui. Apprends-tu beaucoup de ta mère encore à ce jour? Ben oui. Ouais. Ben oui, parce que elle a, comme je vous dis, là, il y a un conseil de famille tous les dimanches. C'est elle la dragonne du conseil familial? Dragonne, tu dis? Oh my God! En tout cas, il y a leur ancienne maison à Brossard, parce qu'ils sont vieillissants. Hein, mon père, il a 87, puis elle, 80. On se dit, c'est peut-être l'heure de vendre. C'est un triplex, puis à gérer, tout ça. Et tout le monde, on était d'accord, parce que mon père, il n'aime pas ça, gérer ça. Personne ne veut gérer. On se dit, il faut vendre. Mais ma mère, elle veut rien savoir. Mais c'est celle qui fait rien. OK? C'est pas elle qui gère. Pour elle, c'est une bonne deal. Oui. Elle, c'est juste la PDG qui dit, toi, tu gères la piscine, toi, tu gères... Tout le monde est écœuré, puis elle est comme, exactement. Je m'en fous, il faut garder parce que la maison, elle doit se vendre à tel prix, puis gna, 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 puis elle refuse. Écoute, ouais, il faut être fait fort. Il faut être fait fort pour gérer comme ça, mais d'avoir géré tout ce qu'elle a. Oui, et aussi, c'est ça, recevoir les commentaires, hein, parce que c'est comme un miroir grossissant, là. Qui arrive très vite. C'est ça, tu regardes et tu dis, hey, j'ai pas ça sur ma peau, voyons, c'est quoi ça? Il y a une erreur, tu sais. Mais elle l'a vu. Oui, mais donc oui, c'est ça la communauté. Oui. En fait, c'est qu'il y a une confiance aveugle que tout le monde ne veut que ton bien. On ne veut que ton bien. On dirait j'aspire à grandir, à élever une famille dans ce contexte de communauté-là. Oui. Puis on peut vraiment, tu sais, avec Sheila, mon agente, avec qui vous avez communiqué, elle a 2 filles. Et pauvre Sheila, je suis pas fine, là, parce que je considère qu'elle est ma sœur. Et donc, ça va au-delà du travail. Et là, sa plus vieille s'en va au secondaire. Puis là, bon, puis moi, je dis ce que je pense, là, tu sais, parce qu'elle dit,
C'est parce qu'elle a dit, ah, Sophia, elle est très bonne, tu sais, on va écouter son choix. Je regarde, tu vas écouter son choix? Non. Elle n'a pas cette sagesse-là pour faire un choix éclairé. Non, exact. Je suis désolée, tu peux l'entendre, tu peux l'écouter, mais après ça, la décision te revient. Et tu lui fais savoir que la décision t'appartient. Non, ça commence pas tout de suite, là. Mais on devrait appliquer ça, Marie-Lou, être plus franche, des fois, sur ce qu'on pense en amitié. Moi, je suis franche, mais C'est vrai que t'es franche dans notre culture, c'est pas toujours, non. c'est pas très, toujours on très marche bien sur reçu. des œufs. Ouais, faut marcher les sur gens des peuvent œufs. être Ben, c'est que c'est par susceptibles. amour que je dis ça. Exact. Ben Parce oui. que ces filles sont tellement intelligentes que j'ai dit, t'as encore la responsabilité d'être les comment on dit ça, là, sur la route, là, les guardrails, Ouais, Tu l'encadres, là. je sais pas quoi c'est les garde-fous. clôtures, les garde-fous. C'est ça. Tu Tu dois encore faire cette sale job-là de garde-fou. C'est plate, là, mais c'est ça le travail d'un parent. C'est mieux de dire oui, mais non. Non. Et donc, j'ai dit, puis là, elle dit, ouais, mais j'ai dit, oublie pas que toi, t'es devenu qui t'es parce que t'as pas eu le meilleur tout le temps. Si tu n'avais eu que le meilleur tout le temps, puis Sheila est une bombe, elle est extraordinaire. Mais ça, c'est parce que tu as eu à relever toutes sortes de défis très difficiles en tant qu'immigrante, issue d'une famille immigrante, à recommencer de zéro. OK? Donc, non, il ne faut pas que tu lui enlèves à ta fille la possibilité de s'entraîner aussi. Tu sais très bien que tu es le résultat de tout ton travail. Alors, non. Oh, je pense que je vais appliquer ça dans mon quotidien. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je suis tough. Hein? Là, vous voyez là. J'adore. J'adore tout. J'adore Si Yves était ici, il vous dirait, elle, je vous ai dit, c'est une poupée de Troie. Tu sais, pas un cheval de Troie, mais une poupée de Troie. Tu sais, à l'intérieur, c'est une tige d'acier, là. Mais c'est pas ça. Mais tu sais, je vous dirais, c'est ça. Oui, il faut, entre vous. Moi, Kim, je dis que tu annules tes plans cet après-midi. Oui. On reste toute la journée, puis tu restes pour l'épisode avec Catherine Fournier et Valérie Baudouin. J'ai décidé ça. Non, malheureusement, on te garderait toute la journée. Mais non, je sais que, oui. On termine toujours avec une question plus réflexive, fait que je veux nous laisser un petit peu de temps pour ça. Tu aimerais-tu la poser, Marie-Lou? Oui, parce que moi, je te regarde avec tes cartes à l'envers depuis le temps. Je me demande si elle va poser la question. Il reste plein de questions. J'ai regardé aucune fois mes cartons. Ah oui? On a toutes répondu. Ben, de loin et de proche, là. Je parle, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire? On aime quand c'est une belle conversation. Ah, mon Dieu. Ta mère. Ça doit faire genre 3 heures qu'on jase, là. C'est vrai? Ça va peut-être être 2 heures. Ah, attends. Ah oui, quand même, il est 12h30. Je veux juste, ça fait 2h30. OK, Kim. Oh mon Dieu, je suis attendue à 1 heure. Les filles, go! C'est parfait. On répond très rapidement. En un mot. Quelle est la chose la plus précieuse qu'on puisse transmettre à la prochaine génération? En un mot. Le respect des connaissances. Wow. Le respect des connaissances. De ceux qui étaient là avant nous. Et le respect aussi des connaissances dans le sens où d'avoir la curiosité d'apprendre. Parce que les connaissances vont nous faire grandir. Donc, le respect dans ces deux sens-là, parce que les connaissances, j'ai appris ça d'une physicienne, les connaissances, c'est la seule forme de l'infini que les humains, on a la chance d'expérimenter, de toucher, de vivre. C'est fou, hein? C'est vrai, ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est ignorant, penser qu'on sait tout. Et voilà. Pluriel. Dernière mini question premier. Oui. Quelle femme inspirante devrions-nous inviter au balado? Que tu connais ou que tu connais pas? Le seul critère, c'est qu'elle parle français. Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs. Je vous dirais la philosophe Nathalie Fletcher. Elle est spécialisée en philosophie pour l'enfance. Philosophie pour l'enfance. Parce que c'est elle qui m'a montré, qui m'a dit, il n'y a rien de tout bon ou tout mauvais. Et il faut enseigner ça aux enfants très tôt. Et donc, elle commence avec le mot mentir. On dit toujours aux enfants, c'est mauvais de mentir. N'est-ce pas? Dès qu'ils sont nés, presque. Et elle dit, mais première affaire, on organise une fête surprise pour un des deux parents et on demande à l'enfant de mentir. On confond l'enfant.
Alors qu'on devrait plutôt dire à l'enfant que c'est selon le contexte. Le mot mentir n'est pas mauvais ou bon. C'est pourquoi on le fait. Et on doit toujours se poser plutôt la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. Moi, j'ai menti pour protéger mes parents au Vietnam pour ne pas les dénoncer. Qu'ils ont écouté la radio puis c'était interdit. Donc, tu apprends très vite que, ce mensonge. Mais si on donne ça, ben on forme des adultes nuancés qui est capable de dire, il y a peut-être des points de vue différents. Il y a plusieurs rouges. Il n'y a pas un seul rouge. Il n'y a pas un seul bleu. Il n'y a pas un seul jaune. La nuance. La nuance. Et voilà. Très intéressant. On l'invitera. Merci tellement d'être venue, Kim. Merci. On t'a pris jusqu'à la dernière C'était trop seconde. court, on refait. On refait la bienvenue. Saison 4, on refait. Mon Dieu, j'en reviens pas. Il est 2h30, les filles. 2h30. Vous avez battu Jay Dutombe, je pense. Ben, on close ça rapidement parce qu'on veut prendre une petite photo de toi avant que tu pars, mais on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook, je pense. Oui. Ben, je suis pas très présente, mais je suis là. On va mettre tes liens dans la description. Oui. Et comme Marie-Lou finit toujours l'épisode en disant... Vous pouvez aimer, partager cet épisode, laisser un beau commentaire, nous donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et on se retrouve mercredi prochain. À 10h. Merci, Kim. Et vous les écoutez parce que vous voulez les soutenir. Vous voulez qu'elles continuent. Et elles devraient continuer. Elles doivent continuer. Donc, il faut écouter. Merci. C'est la meilleure. Bye, tout le monde. Bye. Merci.